Question autour des enfants précoces. Il serait entre 200 000 et 300 000 en France. Les enfants précoces, on en parle de plus en plus, mais comment savoir si c'est réellement le cas? Est-ce que ça veut dire surdoué? Comment on fait pour qu'ils s'épanouissent? Puisque c'est quand même ça la grande question. Bienvenue à vous, Jeanne Siofrachin. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialiste de la question de la précocité. Vous avez créé votre association Zébra Alternative. J'ai cité ce chiffre de 200 000 à 300 000, sauf qu'il est plus flou parce qu'en réalité, il y a très peu d'études. Oui, mais ce qu'on sait en tout cas précisément, c'est que la population des enfants surdoués, précoces, zèbres, on va déterminer les appellations. Correspond à 2,3% de la population dans son ensemble. Donc quand on le ramène sur le terrain scolaire, ça fait effectivement entre 1 et 2 enfants par classe. Mais ce sont des chiffres statistiques. Oui, c'est beaucoup, bien sûr, mais 2,3%, c'est beaucoup, en réalité. Et donc, les enfants précoces ont le cerveau toujours en ébullition. Ils ont leur propre façon d'apprendre et sont souvent hypersensibles. Mais ce ne sont pas pour autant toujours les premiers de la classe. Ils peuvent être aussi en échec scolaire. Alors, avant de voir comment déceler si son enfant a un potentiel et de voir comment l'accompagner au mieux dans sa scolarité, petit récapitulatif sur ce qu'on entend par enfant précoce. Maman, papa, je m'ennuie à l'école. Vous entendez souvent cette phrase? Eh bien, dites-vous que soit votre enfant est malin et a compris que l'école et vous, ça faisait 2, voire même plus, soit il est atypique. Et oui, c'est comme ça que l'on appelle les enfants à haut potentiel. On dit également enfant précoce ou même petit zèbre. Ça évite ainsi de coller une étiquette pas toujours adaptée à la personnalité de l'enfant. Oh, mon enfant est donc surdoué? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Les enfants à haut potentiel ne le sont pas tous. Mais alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, l'enfant précoce réfléchit ou agit différemment de ses petits camarades. L'ennui à l'école est un symptôme fort, mais le manque de concentration l'est aussi. Il peut faire preuve d'une grande lucidité sur des sujets comme la mort, d'un perfectionnisme qui frise l'obsession, avoir un sens de la justice acéré et une hypersensibilité difficile à gérer. Avec tout ça, pas facile de suivre l'enseignement classique. D'ailleurs, un enfant sur 3 à haut potentiel rencontre des difficultés dans sa scolarité. Et le QI dans tout ça? En France, un enfant est communément considéré comme précoce quand son QI est égal ou supérieur à 130. Sur cette base, l'Organisation mondiale de la santé estime ainsi à 2,3% le taux d'enfants intellectuellement précoces scolarisés en France. Ce qui représente quand même 200 000 enfants ou 200 000 petits zèbres, comme vous voulez. Voilà pour ces petits zèbres. C'est grâce à vous d'ailleurs qu'on les appelle comme ça suite à une publication il y a quelques années. D'abord, partons des appellations justement. Quelle est la différence entre précoce, haut potentiel et surdoué? Aucune. Aucune. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on parle justement, c'est ça qui est important à noter, c'est qu'on parle toujours des mêmes enfants, quelle que soit l'appellation. Il y a une appellation la plus ancienne en France qui est surdoué, qui est la traduction du gifted anglais, et puis ensuite intellectuellement précoce, vous avez dit tout à l'heure EIP, donc pour enfant intellectuellement précoce, qui était l'appellation choisie par l'éducation nationale, mais ça vient juste de changer. Là, il y a eu une commission totalement récente, c'est un décret qui est passé, et maintenant, à l'école aussi, on va les appeler des enfants à haut potentiel. Haut potentiel, HP. Donc, voilà, HP. Et ça veut dire qu'un enfant surdoué ou à haut potentiel a forcément un QI plus élevé que la moyenne? Oui, absolument. C'est le premier critère pour pouvoir déterminer si un enfant est surdoué, précoce, zèbre, HP. C'est effectivement une question d'intelligence, c'est-à-dire que parce que ce sont des enfants, des adolescents, des adultes qui ont des capacités intellectuelles, qui ont une intelligence qui est significativement supérieure à la moyenne. Mais comme on le comprend bien, quand on est incroyablement intelligent, on est incroyablement aussi sensible, perceptible au monde. À quel âge on peut détecter la précocité? À partir de quel âge aussi? Alors, en réalité, les tests existent à partir de 2 ans et demi, mais c'est pas très sérieux de le faire parce qu'il y a beaucoup de facteurs de développement, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas les mêmes rythmes. À 2 ans et demi. Et on considère qu'on peut les identifier à peu près de façon stable à partir de 6 ans, c'est-à-dire avec les tests qui correspondent. Avant, c'est prématuré, mais aux alentours de 6 ans, voilà, si on a des quelquefois, ça peut être utile pour certains enfants dans certaines situations complexes où l'école, par exemple, a absolument besoin d'avoir un bilan, mais très sincèrement, c'est mieux de le faire un peu plus tard. Comment on détecte la précocité, très concrètement? Alors, très concrètement, on fait un bilan, c'est-à-dire on fait à la fois un test qui va évaluer les multiples facettes de l'intelligence, comment l'enfant pense, comment l'enfant raisonne, quel mécanisme il utilise pour produire un résultat, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un test de QI, ce fameux
quotient intellectuel, en sachant qu'on n'a pas un niveau d'intelligence dans l'absolu. C'est toujours un score qui est un score relatif, c'est-à-dire ça permet de comparer ce qu'un enfant produit dans une situation donnée ou un adulte par rapport à une population du même âge chronologique. Ce ne sont pas des connaissances théoriques classiques, et puis scolaires. on n'a pas 100 kilos de QI ou 28 cm. Oui. Et puis aussi, on Et fait selon toujours... les domaines, ça change aussi. Oui, c'est ça. Ça peut être de la logique, ça peut être des tests. Oui, c'est pour ça que ce sont des tests dans lesquels il y a énormément de subtests pour explorer les multiples facettes de l'intelligence et comment ça se combine, comment les facteurs d'intelligence se combinent entre elles, et où on ajoute toujours un test de personnalité, parce que l'intelligence ne peut se comprendre que sur un profil de personnalité particulier et réciproquement. Et à la maison, quels sont les signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille pour notre enfant? Alors, c'est toujours un peu compliqué de faire une espèce de catalogue, mais ce qu'on observe assez régulièrement, c'est souvent justement une précocité dans certains apprentissages, mais pas toujours. Au niveau du langage, par exemple, souvent ce sont des enfants qui ont besoin de maîtriser le langage aussi, et ils parlent très bien et très tôt, mais pas forcément avec un langage bébé, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien sauter des étapes. Et puis ce sont surtout, enfin moi je trouve que le plus spectaculaire chez ces enfants-là, et ça reste toute la vie, c'est la curiosité au monde, c'est-à-dire cette forme d'appétence Ça va pour avec comprendre. la sensibilité. Oui, mais la sensibilité au sens vraiment de l'intelligence au sens grec, c'est-à-dire se saisir du monde, c'est-à-dire ce besoin de comprendre, de questionner le monde, d'aller toujours plus loin, parce qu'un haut niveau d'intelligence va toujours avec un haut niveau de conscience. Et c'est ça qui peut créer quelquefois ensuite certaines curiosité. difficultés et des paradoxes au niveau de l'école. Le passage par le psychologue, il est obligatoire. Pour faire un bilan, oui. C'est-à-dire seuls les psychologues sont habilités à faire un bilan. Et je crois que c'est important parce que c'est important d'avoir une carte du territoire pour savoir quel est précisément cet enfant-là. Et pour pouvoir mieux lui parler et l'accompagner aussi. Et puis, oui, mais dès qu'on a un doute, c'est important parce que ce qui est toujours un petit peu grave, c'est les autodiagnostics. Parce qu'on a lu un livre, parce qu'on a vu une émission. Je crois que c'est important de savoir de quel enfant il s'agit pour savoir avec un professionnel. quel besoin il a. Je vous propose d'écouter à présent la question de Chloé. Elle est maman de 2 enfants précoces et elle a une question pour vous. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'habite Vincennes dans le Val-de-Marne. Je suis maman de 2 enfants qui ont été diagnostiqués haut potentiel et qui ont 6 et 9 ans. Ma question va porter sur la formation des professionnels qui rencontrent nos enfants, c'est-à-dire à la fois les maîtres, les maîtresses, les pédiatres, les psychologues, les orthophonistes et j'en passe. Je voudrais savoir qui, dans sa formation, reçoit un enseignement sur ce qu'est un enfant précoce. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent que les on-dit de ce qu'est un enfant précoce et qui ne savent pas réellement ce que c'est et qui trouvent très curieux la façon dont fonctionnent nos enfants. Voilà. Donc, merci de répondre à cette question. À bientôt. Merci à vous de votre question, Chloé, votre réponse justement sur la formation, oui, mais l'accompagnement. Merci beaucoup pour cette question qui est une question fondamentale. La question fondamentale, c'est à la fois la formation des enseignants, donc du côté plutôt de l'éducation nationale, mais aussi la formation des professionnels, c'est-à-dire les psys. Et il se trouve que quand même dans ces 2 domaines, cette personne a raison, la formation reste assez floue. Au niveau de l'éducation nationale, il y a un vrai effort qui est en train d'être fait. Moi, je participe à une commission au niveau de l'éducation nationale qui a lieu vraiment en ce moment, justement pour améliorer et mettre en place la formation auprès des enseignants pour qu'ils comprennent. Et il faut sortir à la fois du mythe du génie, c'est-à-dire du premier de classe, mais aussi du mythe d'un enfant surdoué, HP, qui serait toujours en difficulté scolaire. C'est-à-dire que c'est un enfant singulier qu'il faut accompagner dans sa singularité. Et au niveau des professionnels, c'est vrai aussi qu'en psychologie, il y a très peu de formation sur ce sujet. Alors nous, on essaye d'en faire, mais c'est très largement insuffisant. Vous parliez de l'éducation nationale. Faut-il mettre un enfant précoce dans une école adaptée? Moi, il me semble que l'école adaptée, c'est toujours l'école d'à côté de chez soi et que plutôt que d'aller d'abord, dans un premier temps, chercher une école adaptée, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe pédagogique qui a un regard bienveillant et qui est capable d'entendre les besoins spécifiques de cet enfant. Souvent, c'est l'ennui qui le rattrape et un besoin d'adaptation au niveau de son rythme scolaire. Ce ne sont pas des enfants qui sont mieux avec des gens qui ne sont pas de leur âge, soit probablement des gens plus vieux? Oui, quelquefois, pour certains, oui, mais c'est surtout par rapport au décalage au niveau des apprentissages, le besoin, l'appétence par rapport aux apprentissages, et puis la capacité à pouvoir discuter, de pouvoir s'interroger. C'est vrai que quelquefois, ce sont des enfants, et on le retrouve beaucoup, et même chez les adultes, qui se sentent en décalage par rapport aux autres, parce que leurs questions, leur domaine d'intérêt, leur sensibilité n'est pas la même.
Alors, autour des enfants précoces, Julie, vous aviez envie aussi de nous donner des adresses et un modus operandi pour nous qui habitons en Ile-de-France. Et oui, parce qu'on l'a dit, la première façon de savoir si son enfant est précoce, c'est de lui faire passer un test de QI chez un spécialiste. Et là, attention de bien le choisir. Alors, pour vous aider, vous pouvez aller sur le site cefoa.fr. Le Centre d'études du potentiel humain, d'orientation et d'accompagnement est en fait un réseau de psychologues parisiens et rennais. Il vous suffit de vous inscrire et vous serez ensuite mis en relation avec un professionnel près de chez vous et vous pourrez faire un bilan complet à votre enfant. Si les tests confirment sa précocité, sachez que certains établissements proposent des dispositifs d'intégration pour enfants à haut potentiel. L'idée est donc de leur permettre de rester dans un établissement qu'on va dire classique, mais avec un accompagnement particulier. Alors justement, quels établissements, vers qui se tourner dans ces cas-là? Alors à Paris, pour l'instant, il n'y a que 2 collèges. Le premier, c'est le collège public, c'est le collège Georges Brassens dans le 19e arrondissement. Les élèves sont intégrés dans des classes ordinaires, mais ils bénéficient d'un suivi individuel par un tuteur qui est un professeur formé spécifiquement aux problématiques des enfants précoces et ils peuvent également participer à des activités qui leur sont réservées. Ça peut être des ateliers d'enrichissement scientifique, des ateliers de méthodologie. C'est la même chose aussi au collège Janson de Sailly dans le 16e arrondissement. Alors attention cependant, les places étant rares dans ces établissements, le dossier de votre enfant devra passer devant une commission au rectorat. En cas de refus, il reste l'option du privé à Paris toujours. Il y a l'école Georges Gusdorf qui est spécialisée dans l'accompagnement et l'accueil des enfants précoces du CP à la terminale. Les programmes suivis restent ceux de l'éducation nationale, mais ils sont enrichis d'autres matières comme la cuisine, la programmation, le théâtre en primaire par exemple. Et pour info, les frais de scolarité s'élèvent à 8 200 € l'année. Donc c'est quand même beaucoup. Ouais. En tant que parent, où est-ce qu'on peut se renseigner aussi? Eh bien oui, parce qu'on peut parfois être un peu perdu. Vous pouvez aller sur le site enfantsprécoce.info. Vous pourrez échanger avec d'autres parents dans le même cas que vous. C'est une plateforme d'entraide et de partage et il existe même un groupe spécifique en Ile-de-France. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, quand même, et en particulier en Ile-de-France, justement, il y a des référents académiques pour les enfants HP. En Ile-de-France, on a la chance, et à Paris en particulier, d'avoir une référente académique qui s'appelle Florence Paris, et qui est une personne ressource absolument exceptionnelle. Donc, vraiment, les parents peuvent s'adresser aussi à leur académie parce que la loi oblige toutes les académies à avoir un référent spécifique pour accompagner les familles spécialisées. Absolument. Voilà. Bon, ça, c'est très important. Merci beaucoup, Jeanne Frachin. On renvoie aussi à votre association Zébra Alternative, à Cogito Z aussi. À Cogitos, oui. Cogitos, pardon. Cogitos, oui, je les prononce à la latine, voilà. Excusez-moi, j'ai voulu briller. Bien sûr, il y a des centres à Paris, et puis à tous vos livres. Et surtout, consultez des spécialistes. C'est souvent notre conseil, mais consultez des gens compétents, ça vous aidera, plutôt que d'aller toujours chercher sur Internet. Si vous avez d'autres questions, on sera ravis de les relayer. Pour ça, 3 moyens de nous contacter. Le téléphone 0805 383 383, le mail paris-idf@ensemble-c'est-mieux.fr et puis le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3. Merci infiniment. On va partir nous